retraite, c'est un peu comme une campagne électorale. Tout le monde sait qu'il faut s'y préparer longtemps à l'avance, mais beaucoup attendent la dernière minute. Aujourd'hui, je vais aller assez vite pour garder du temps à la fin s'il y a des questions. Donc, je conseille de télécharger la présentation. Vous avez le lien sur le slide, tiny, url.com/retraite mai 2026. Retraite mai 2026. Et vous l'avez aussi dans le chat. Et comme cela, si je vais trop vite sur certains slides, vous pouvez rester sur vos slides ou poser des questions plus tard. Je pense que c'est bien de l'avoir en parallèle, d'avoir cette présentation. Il y a beaucoup de franco-américains aux États-Unis, des couples franco-américains. Donc, j'ai gardé les slides en anglais pour les conjoints non francophones, mais la présentation se fera donc en français. Donc, pour commencer, un mot, en résumé, moi, ça fait plus de 25 ans que je parle à des Français aux États-Unis sur des problématiques de retraite, investissement, optimisation de patrimoine et fiscalité. En termes d'agenda pour aujourd'hui, on va commencer par un résumé de la présentation, parler de pourquoi c'est important. On va parler d'inflation, retraite, diversification des actions, des problématiques franco-américaines de planification financière et de l'imposition pour les expatriés français aux États-Unis. Donc là, on est au slide 4. En résumé de ce séminaire, je conseille d'avoir des plans financiers, de vraiment rester accroché à ce plan et de rester investi quand il y a des mouvements de marché. Je conseille de ne pas faire du market timing, acheter et vendre quand ça monte ou ça descend. Ce n'est pas forcément une bonne idée pour rebalancer. Éviter les doubles taxations et remplir les bonnes déclarations fiscales. Et à la fin, je vous ai mis un lien si vous voulez apprendre plus sur améliorer le processus de décision. Et si dans les participants, il y a des gens qui ne sont pas en mute, n'hésitez pas de le mettre, ça évite d'avoir des problèmes de son. Merci. Ensuite, en slide 5, j'ai mis je ne vais pas tous les lire, mais des citations de personnes que j'aime bien, qui permettent d'améliorer ces décisions et de mieux préparer la retraite. Juste la première, de Warren Buffett: "We simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful." D'autres citations, parce que j'aime bien les citations. Voilà en résumé les mots que je vais utiliser dans cette présentation. Beaucoup de cross-border financial planning, investing, tax optimization, currency. On va parler de tout ça. Donc le cross-border financial planning, les problèmes que j'ai vus depuis 25 ans, c'était les problèmes de mécompréhension des problèmes de fiscalité, pas connaître les problèmes de devises. L'euro et le dollar peuvent varier énormément, on va voir ça. Les problèmes de planification de retraite et que faire avec les actifs hors États-Unis. Donc les solutions, mais il faut bien diversifier son patrimoine, il faut bien faire sa planification fiscale et faire attention aux devises, donc au cours euro-dollar. Pourquoi c'est important, ce qu'on va discuter aujourd'hui? Ça vous apportera peut-être plus de sécurité financière, plus de tranquillité d'esprit et peut-être arriver à atteindre vos objectifs financiers et vos rêves, que ce soit retraite ou autre. Donc pour la retraite, un des problèmes, c'est qu'elle peut être longue, la retraite. On va voir qu'il y a des problèmes de longévité, il y a des problèmes de coûts de santé. En même temps, on va voyager beaucoup, on va avoir des nouvelles activités, on va peut-être aller avoir des problèmes de long-term care. Donc on va un peu parler de tout ça. Je viens de parler que la retraite pouvait être longue. Donc on va regarder des statistiques. Aujourd'hui, un couple, s'il a 65 ans,
la probabilité que l'un des deux personnes du couple vive jusqu'à 95 ans, pour un couple d'Américains en bonne santé, vous voyez au centre, c'est 43%. Donc c'est un chiffre, les gens ne pensent pas forcément dans un couple que certains pourraient vivre jusqu'à 95 ans, mais c'est faux, la probabilité est très importante. Il y a même une Française, j'ai marqué en haut à droite, Madeleine Della Monica, qui a 113 ans, c'est notre doyenne. Donc ce premier problème de la retraite, ça peut être long. Deuxième problème, dans le slide 12, vous verrez les effets de l'inflation. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est les prix qui augmentent. Donc, par exemple, là, on peut voir sur le graphique en haut à droite, depuis 1978, les coûts pour l'éducation aux États-Unis, college tuition, ça a augmenté de plus de 1100%. Pour la retraite, ce qui est plus important de comprendre, c'est les coûts medical care. Vous voyez, ça a augmenté de 600%. C'est des chiffres qui sont énormes. En bas à droite, vous voyez par décade l'inflation. Dans les années 70, il y en avait beaucoup. Et c'est vrai que dans les années 2000 et 2010, les 20 dernières années jusqu'en 2020, il n'y avait pas vraiment d'inflation. Ce n'était pas un problème. Mais vous voyez, là, c'est reparti en 2022-2023 spécialement. Là, c'est l'inflation depuis l'année 2000, donc juste les 25 dernières années. Les mêmes problématiques, vous voyez que les coûts d'hôpitaux ont augmenté de 275%. Les coûts medical care, plus 120%. Même si on n'a pas eu beaucoup d'inflation en 2000 jusqu'en 2021, les coûts sont quand même beaucoup plus chers aujourd'hui. Un autre tableau, juste sur 5 ans, vous voyez que le prix du café, les œufs ont augmenté de près de 100% juste en 5 ans. Un autre tableau plus compliqué sur l'inflation, vous voyez en bleu, c'est l'inflation d'une année sur l'autre que les économistes regardent régulièrement. Et vous voyez, depuis 2020, cette pointe en inflation en 2022, ça a atteint du 9% en 2022, sur un an. Et là, depuis 2-3 ans, les économistes disent, ben non, il n'y a plus vraiment de problème d'inflation. On est à 2,5-3%. Mais le consommateur aux États-Unis, ce qu'il voit, c'est la ligne verte. Vous voyez que depuis 2020, ce qu'il voit, c'est les prix ont augmenté de 27% en moyenne. Un autre problème à la retraite, c'est les coûts médicaux, surtout quand on est aux États-Unis. Là, vous voyez, bon, je n'ai pas les données aujourd'hui, mais en 2012, ça a beaucoup augmenté depuis, le coût d'hospitalisation par jour. Vous voyez, en France, ça va peut-être être $800. Aux États-Unis, à l'époque, c'était $4000. Donc, c'est nettement plus cher que de prendre sa retraite aux États-Unis. Maintenant, le coût de la santé au total durant la retraite. Ça va être dans les 350 à 400 000 $ tout compris pour un couple en moyenne. Donc, il y a des couples qui vont être au-dessus d'1 million aussi. Et là, vous voyez le coût pour une famille américaine, typiquement, par an depuis 2005. Vous voyez, c'est toujours la même histoire que l'inflation est très importante. Donc, c'est un problème pour la retraite. Donc, une question que j'ai eue souvent depuis longtemps, c'est, bon, alors il faut combien d'argent pour prendre sa retraite? Donc, on va simplifier le problème en parlant d'un chiffre magique. Si vous dites, par exemple, j'ai besoin de 100 000, vous prenez le chiffre que vous voulez. Je veux 100 000 $ par an pour vivre à la retraite, ajusté pour l'inflation, donc c'est 100 000 la première année, 103 000 la deuxième, 106 000 et des brouettes la deuxième, etc. Ça augmente. Vous prenez ce chiffre de vos dépenses que vous souhaitez et vous divisez par le chiffre magique. Le chiffre magique, vous voyez, si vous avez 60 ans aujourd'hui, le chiffre c'est peut-être 3,2%. Le chiffre magique, il est faux, mais il n'est pas terriblement faux. Et donc la réponse est, si vous avez besoin de 100 000 et que vous avez 60 ans, vous divisez par 3,2% et ça vous donne 3 millions. Donc potentiellement, si vous arrivez à 3 millions à 60 ans, vous pourriez dépenser 100 000 $ par an sans avoir d'objectif de donation pour les enfants, d'héritage. C'est juste l'argent qui pourrait être dépensé pour une personne normale, une durée de vie normale, avec l'inflation normale et qui fait des placements normaux.
Après, si vous voulez des réponses plus précises sur quand puis-je prendre ma retraite, tout le monde a accès maintenant à l'IA. Vous allez par exemple sur ChatGPT ou d'autres et vous tapez cette question. Donc là, je vous ai mis le type de question qu'il faut poser. Par exemple, c'est j'ai 55 ans, j'ai 1 million, je économise par an 30, 50 ou 70 000 $. Parce qu'on va faire différents cas. Parce que peut-être que vous économisez 50 et vous vous dites, oh, ben, je pourrais économiser 70, on va voir l'impact de ça. Et à la retraite, je veux 30 000, 60 ou 120 000 $ par an. Ajusté pour l'inflation, en dollars d'aujourd'hui, on va parler, et en faisant l'hypothèse que je vais vivre jusqu'à 95 ans. Moi et mon conjoint. Donc à quel âge je peux prendre ma retraite? Et donc on dit, fais 10 000 simulations de Monte-Carlo et donne-moi le résultat avec une confiance de 50% et de 80%. 50%, ça veut dire qu'il y a une chance sur deux qu'on arrive à faire ça, à atteindre cet objectif. En termes de performance du portefeuille, je ne sais pas comment sont les portefeuilles, mais vous pouvez par exemple dire 4, 5, 6%, prendre une inflation à 3%, une volatilité à 10% des rendements du portefeuille. Et à la fin, vous rajoutez présentement les résultats avec Heatmaps, comme ça on va pouvoir voir, en fonction des différentes hypothèses, à quel âge on peut prendre la retraite. Donc, on est en slide 20. On va regarder la colonne de gauche en vert clair. C'est si on veut dépenser 30 000 $ à la retraite. Au milieu, c'est 60. À droite, c'est on veut dépenser 120 000 par an à la retraite. Le tableau d'en haut, c'est pour des rendements de 4%, avec 80% de chances de succès. On va être très confiant qu'on va arriver à dépenser donc, ces montants-là jusqu'à 95 ans. Et donc, vous voyez que si on économise 30, 50 ou 70 000 $ par an, mais plus on va économiser chaque année, plus on peut prendre sa retraite tôt. Donc là, par exemple, quelqu'un qui économise 30 000 $ peut prendre sa retraite à 63 ans. Et s'il économisait 70 000 $, il pourrait prendre sa retraite à 60 ans. Et ça, c'est en dépensant 30 000 $. Si on va à droite, que la personne veut dépenser 120 000 $ par an, il faut qu'il prenne sa retraite à 78 ans. Et le tableau en dessous, c'est la même chose, à part que j'ai pris des performances de 6% par an pour le portefeuille, et avec 50% de chances de succès. Et là, vous voyez les chiffres qui changent pas mal. Vous voyez, on peut avoir 5 à 10 ans de moins de travail avec ces nouvelles hypothèses. Au slide suivant, une autre question, c'est combien je peux dépenser à la retraite. C'est pas quand, à quel âge je peux prendre la retraite, maintenant c'est combien je peux dépenser. Donc c'est le même cas, j'ai 55 ans, j'ai 1 million, je peux économiser 30, 50 ou 70 000 $, et je vais prendre ma retraite à 60, 65 ou 70. Je ne sais pas encore. Beaucoup de mes clients ne savent pas à quel âge ils vont prendre la retraite. Et donc, en ajustant pour l'inflation, en faisant ces dépenses-là, en faisant l'hypothèse qu'on va prendre la retraite à ces âges-là, combien je peux dépenser par an. Donc, refais ces simulations, présente-moi les résultats, donc en slide 22. C'est écrit en plus petit, mais en haut à gauche, c'est les résultats pour 4% de rendement du portefeuille, avec 80% de chances d'arriver à l'objectif. Donc, c'est des simulations plus conservatrices. Et vous voyez que 30 000 $ par an d'économie, ça permet de dépenser 25 000 $ par an, ajusté pour l'inflation, le restant de sa vie, si on pense en retraite dans 5 ans à l'âge de 60 ans. Si une personne dit, mais 25 000 $, c'est pas suffisant, je voudrais 40 000 $, 43 000 $, vous allez à droite, mais il faut prendre la retraite à 70 ans. Et si vous dites, ah ben non, moi, je ne veux pas travailler jusqu'à 70 ans, j'aimerais travailler que jusqu'à 65, et bien vous voyez, les 43 000 $, on peut les retrouver à 65 ans, mais dans ce cas-là, il faut économiser 70 000 $ par an, entre 55 donc, et 65 ans dans ce cas-là. Et en dessous, ben, c'est des hypothèses différentes, avec 6% de rendement du portefeuille et avec une confiance d'atteindre l'objectif de 50%. Maintenant, sur la droite, c'est
une autre question, c'est combien je peux dépenser par an avec ces hypothèses si je gagne 4% par an, avec 80% de confiance dans ce chiffre. Donc ça, on parle en haut à droite du tableau. C'était le chiffre magique que je vous ai annoncé tout à l'heure. On avait dit qu'à 60 ans, vous pouvez dépenser 3,2%. Donc ça, c'était ces différentes études. Maintenant, on parle de l'IA. Qu'est-ce que l'IA en pense? Et vous voyez, l'IA, il pense que entre 60 et 70 ans, en fonction de combien on va économiser, de combien d'économiser ne change pas, mais en gros, on peut dépenser entre 2 et 3,2% des capitaux qu'on a économisés le jour de sa retraite à 60, 65, 70. Et forcément, plus on prend sa retraite tard, plus on va pouvoir avoir un chiffre magique élevé. Et juste en dessous, vous voyez le même raisonnement, mais là avec des performances de 6% par an et confiance de 50%. Donc c'est un peu plus agressif. Je ne sais pas si on pourra atteindre 6% par an de performance de portefeuille pendant 30 ans. Et c'est pour quelqu'un qui est confortable avec 50% de chance d'atteindre l'objectif, sans avoir à changer. On peut tout changer et ajuster ses dépenses pendant la retraite. Mais vous voyez, le chiffre magique, il est plus élevé maintenant. C'est entre 4 et 5%, au lieu de parler de 2 à 3%. Maintenant, un autre problème pour atteindre ces objectifs, il y a quelqu'un qui a remis son micro. Désolé, merci. C'est l'imposition. Si on commence à perdre trop d'argent sur l'imposition, il va falloir travailler plus longtemps ou dépenser moins à la retraite. Donc là, par exemple, c'est pour vous montrer quand vous avez un compte titre, un brokerage account aux États-Unis, la performance d'un fonds, donc là, c'est un fonds qui s'appelle PIMCO, vous voyez, cette année-là, elle faisait 7% par an, cette année-là. Et si ce fonds, il est dans un compte retraite, même si vous ne le vendez pas, il peut générer des impôts. Et vous voyez là, il va générer 20% d'impôts. Donc après impôt, ce fonds, vous avez perdu de l'argent, vous êtes à moins 13%. J'ai même un cas où le fonds est descendu, il a fait par exemple moins 9% une année, mais il génère quand même des impôts. Même quand vous ne l'en vendez pas, vous allez perdre 15% peut-être, même si le fonds descend. Donc quand vous investissez dans des comptes taxables, des brokerage accounts, faites attention à qu'est-ce que vous mettez, quel type de produits financiers vous mettez dans ces comptes taxables. Là, vous avez compris, c'est pour battre l'inflation et pour prendre retraite plus tôt, il faut peut-être investir. Parce que si quelqu'un, pendant 30 ans, économise 10 000 $ par an dans son compte chèque à 0%, et vous voyez, ça va être la ligne bleue pleine. Au bout de 30 ans, il va avoir 300 000 $. Et si vous investissez à 8% par an, vous voyez qu'on peut avoir beaucoup plus. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on peut avoir 300% en plus, donc 1,2 million. Donc si vous n'investissez pas, l'inflation va vous garantir une perte annuelle puisque votre pouvoir d'achat va baisser. Un autre problème, c'est la performance des portefeuilles. Là, dans cette étude de JP Morgan pendant 20 ans, entre 1999 et 2019, vous voyez que l'investisseur moyen avait gagné 1,9%. Et s'il avait juste investi dans un portefeuille bleu, 60% actions, 40% obligations, ou l'inverse, 40% actions, 60% obligations, sans rien faire, en achetant des fonds indiciels ou un ETF indiciel avec balancé, il aurait gagné 5 à 6% par an. Donc c'est beaucoup plus. Donc là, j'ai mis les chiffres sur 20 ans. Si on gagne 1,9%, ça fait 45%, et donc 100 000 $ devient 145 000 $. Et s'il avait utilisé juste un ETF sans rien faire, balancé 60% actions, 40% obligations, la performance aurait donné 227% sur ces 20 ans, et donc 100 000 $ serait devenu 297 000 $ au lieu de 145. Donc c'est 2 fois plus. Donc le rendement des portefeuilles est aussi un problème pour atteindre ces objectifs retraite. Dans la même idée, là on va parler de l'impact d'améliorer la performance de son portefeuille de 1% par an. Donc là c'est quelqu'un qui a 25 ans, il économise 40, il commence avec 40 000 $ de salaire, ce qui augmente de 3% par an, il va économiser 10% par an, il va prendre sa retraite à 65, il va finir à 65 ans avec un salaire de 130 000 $.
Et vous voyez en gris un portefeuille avec gagnant 5,5%, il arrive à ce niveau-là, à presque 900 000 $ par la retraite. Et s'il avait pu investir avec 1% de plus, donc faire attention aux impôts, ne pas payer un conseiller financier 1% par an, peu importe les raisons, mais si le portefeuille avait fait 1% de plus et gagné 6,5, vous voyez, ben forcément, il va y avoir un peu plus. De 900 000, ça place à 1,1 million, le portefeuille retraite. Et l'important, c'est que ce portefeuille, si on commence à 1,1 million et qu'on dépense les mêmes 65 000 $ par an pendant sa retraite, ben vous voyez, ça va durer beaucoup plus longtemps, ce portefeuille. Il va vivre 12 ans de plus. Tandis que la première personne, à 85 ans, il y a peut-être plus d'argent dans le portefeuille. Donc, l'une des conclusions, c'est qu'il ne faut pas attendre 50 ou 60 ans pour économiser pour la retraite. Sinon, ça va être plus difficile. Donc ça s'appelle la procrastination. Une illustration de ce point, c'est si par exemple vous voulez avoir 1 million à la retraite, et si vous gagnez 6,5% par an, ben vous allez voir que si vous commencez à 25 ans, ben il faut juste économiser 400 $ par an, par mois. Mais si vous commencez à 50 ans pour atteindre le même objectif, il faudra économiser 3 000 $ au lieu de 400 $ par mois. Donc, commencez plutôt, c'est une autre illustration de ce point, c'est que quelqu'un qui commence à l'an 0, qui économise 10 000 $ par an pendant 10 ans, donc il a économisé 100 000 $ à 8% par an, ça a augmenté, puis au bout de 10 ans, il ne veut plus économiser. Il a des enfants, il a un mortgage, il veut voyager, peu importe, et il laisse cet argent, il avait presque 200 000 $ grandir à 8%. L'autre personne qui n'avait pas compris ce point-là, il commence à l'année 10, il économise 10 000 $ pendant 20 ans, donc il économise 2 fois plus, il économise 200 000 $. Il va arriver qu'à 500 000 $, tandis que l'autre personne est arrivée à 700 000 $, il a 50% de plus à la retraite, et pourtant il a économisé 50% en moins. Une autre erreur qui permet d'éviter d'avoir de gros problèmes à la retraite, c'est le market timing, c'est-à-dire d'acheter et de vendre. On entend la radio, la télévision, que, attention, il se passe quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde. Et donc, on va vendre et puis après, on va racheter. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'études sur ce sujet qui montrent, par exemple, en haut à droite de ce slide 31, entre 1983 et 2008, malgré la crise de 2001-2002, on a perdu 50%. En 2008, pendant cette crise-là, on a aussi perdu 50%. Malgré ces deux grandes crises, quelqu'un qui avait investi 10 000 $ en 83 dans le Dow Jones, l'indice américain, vous voyez que au bout de 25 ans, il avait presque 170 000 $. Et s'il avait manqué 10 jours de bourse sur les 25 ans, donc c'est facile de manquer, on va avoir peur d'une crise, peu importe, il n'aurait que 100 000. S'il manque 20 jours de bourse, il aurait eu que, vous voyez, dans les 70 000 $. Donc, do not time the market. Si vous voulez apprendre plus sur ce sujet, cliquez en bas. J'ai mis une newsletter sur le market timing. Donc, pour atteindre les objectifs de retraite, il faut aussi penser à l'allocation d'actifs et à bien diversifier les portefeuilles. La diversification, c'est de ne pas tout avoir en actions, en obligations, en commodities ou dans l'immobilier. Les Français ont tendance à avoir un peu trop en immobilier. Et donc, ne mettre pas les yeux tous dans le même panier. La diversification, vous voyez pourquoi ça marche? C'est parce que là, c'est un tableau qui montre année par année différentes classes d'actifs. Donc en jaune, par exemple, c'est international, en vert, les actions américaines. Vous voyez, les obligations sont en bleu. Et vous voyez, moi, mon conseil, c'est qu'il faut diversifier, il faut acheter un peu de tout. Et donc, votre portefeuille, si c'est par exemple c'est ce portefeuille BFM en vert foncé, ben, vous voyez, vous allez toujours être moyen, vous n'allez jamais être dans les meilleurs. Mais à la fin, sur 15 ans, là, c'est une période de 94 en 2008, sur 14 ans, vous voyez, ben, vous avez battu 4 classes d'actifs.
Je n'avais pas la moindre idée, en 1994, que la couleur orange avec les actions mid-cap value allait surperformer. Puis en même temps, il ne faut pas chasser ce qui a bien marché, parce que par exemple, en 2001-2002, on va se dire on va acheter des obligations parce qu'elles ont bien marché. Donc les gens ont tendance à acheter ce qui a bien marché l'année d'avant ou pendant 2 ou 3 ans. Et vous voyez là, si en 2003, on achète ce qui a bien marché en 2001-2002, pendant 4 ans, c'était le plus mauvais choix. Les obligations ont sous-performé en bleu. Et là, c'est un autre tableau sur la diversification sur différentes périodes. Et l'idée, c'est, pensez bien à vérifier chaque année la diversification de votre portefeuille. Là, ça peut étonner des gens, mais si par exemple, quelqu'un est investi dans un produit financier, 100 000 $, le portefeuille A, pendant 30 ans à 6%, il est content, les 100 000 $ sont devenus 574 000 $. Pas de problème avec ça. Mais mon point, c'est qu'il faut diversifier, il faut acheter un peu de tout. Et donc, si vous faites 5 investissements à 20 000 $, il y en a peut-être un ou deux qui ne vont pas bien marcher. Vous allez peut-être gagner 0, peut-être 4%, à ne pas rapporter grand-chose. Et peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont bien marcher à 8% de rendement ou 12% de rendement. Et si vous faites la somme sur 30 ans de ces 5 investissements, vous voyez, vous arrivez à 1 million. Même si la moyenne de ces 5 investissements est de 6%, vous voyez que ce portefeuille B a 74% de plus à cause de la diversification. La diversification, ça veut dire que quand les actions américaines, le S&P 500 en bleu, descendent, vous voyez comme en 2008, grande perte, 2002, 2001, 2000, 3 années terribles. Si vous aviez eu des obligations en orange dans le portefeuille, ça aurait un peu atténué les pertes. Bien souvent, sauf en 2022, mais la majorité du temps, les obligations ont tendance à monter quand les actions baissent. Diversification, c'est la clé, on en a parlé. C'est je ne vais pas trop discuter de ça, sauf si vous avez une question à la fin, mais l'idée, c'est qu'un portefeuille avec 60% dans l'un, 40% dans l'autre, dans un fonds A et un fonds B, il gagne peut-être 1,6% en 3 ans. Et si vous rajoutez un fonds C, qui est garanti de baisser de 3,5%, vous allez dire, il ne faut pas acheter le fonds C, il baisse de 3,5% sur 3 ans, et en fait, vu qu'on a diversifié le portefeuille, que chaque année on rebalance le portefeuille, vous avez plus dans le portefeuille, le nouveau portefeuille. Et de 1,6, on est arrivé à monter la performance à 2,5. Après, il faut faire attention à des produits financiers, il y a des arnaques un peu partout, dans différentes classes d'actifs. Là, par exemple, c'est un tableau qu'on m'avait envoyé en l'an 2020. Donc, c'est un produit d'assurance, un Whole Life Insurance, Permanent Life Insurance, et vous voyez que si vous vous donnez 5 000 $ par an pendant 10 ans, donc vous avez donné 50 000 $, l'argent, il n'est pas du tout garanti de monter. Et vous voyez ce qui est garanti dans la page peut-être 77 de ce qu'on va vous donner. Quand vous regardez le Guaranteed Cash Value, c'est-à-dire que si vous arrêtez si vous voulez fermer le contrat, si vous voulez sortir de l'argent, voilà combien vous avez vraiment dans le contrat. Et vous voyez qu'au bout de 10 ans, ce qui est garanti, c'est 42 000 $. Et pourtant, vous avez donné 50 000. Vous aurez pu doubler cet argent-là, mais en fait, non, vous n'avez que 42 000. Alors, c'est vrai que ça, c'est une hypothèse conservatrice. A priori, ils ne vont pas avoir, le cash value ne va pas augmenter de façon garantie, mais vous pouvez regarder le non-guaranteed si tout se passe bien avec le contrat. Et peut-être, vous regardez la colonne de droite, le cash value, il arrive qu'à 50 000 $. Donc, ces produits, faire attention, pendant 5 ou 10 ans, en fait, vous êtes presque garanti de perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas bon. Alors, j'ai quand même demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de ces produits, Whole Life, pour les Français aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir en page 40 les problèmes possibles qu'il y a des coûts sur ces produits-là. Donc, c'est des problèmes de devises, pas forcément adaptés pour les gens qui prennent des retraites en France, que les performances de ces produits, on vient d'en parler pendant 10 ans, c'est quand même pas terrible. Et puis même si vous attendez 20 ou 30 ans, ça peut monter à 2 ou 3% par an potentiellement. Mais bon, je vous laisse découvrir ce slide 40 plus tard. Maintenant, j'aimerais parler un peu des actions. Parce que si vous voulez avoir de la croissance dans le portefeuille pour atteindre vos objectifs de carrière, il faut potentiellement avoir des actions. Donc, en résumé, les actions en page 42, vous voyez par rapport à d'autres classes d'actifs, le cash, les obligations, l'immobilier, bon, les actions, elles peuvent perdre.
même sur 10 ans en moyenne. Vous voyez, dans les années 30, ça a perdu 1% par an, dans les années 2000, 1% par an. C'était 2 décennies qui étaient vraiment très mauvaises. Et en règle générale, sur 10 ans, vous voyez, ça a tendance à battre les autres classes d'actifs. Donc sur 10 ans ou plus, les actions ont tendance à surperformer. Et là, vous voyez, si vous aviez investi en 1900 $1 dans les actions américaines sans rien faire, vous aurez gagné 9,6% par an d'ici l'année 2020. Et vous voyez que $1 serait devenu 58 000 $. Les obligations n'ayant gagné que 5% par an, vous auriez que 300 $. Donc c'est énorme la différence. Et à droite, le tableau, c'est en inflation adjusted. Donc, parce que le $1 qui devient 58 000 $, le pouvoir d'achat de ces 58 000 $, c'est pas le même à cause de l'inflation. On a parlé de ça tout à l'heure. En fait, en pouvoir d'achat réel, ce dollar est devenu, vous voyez à droite, 1900 $, ce qui reste quand même énorme sur 120 ans d'investissement. Les actions, donc, sont nécessaires pour battre l'inflation. Là, vous voyez, c'est l'inflation moyenne sur 17 ans, annualisée. Donc, vous voyez, si on était aujourd'hui en 1984, eh bien, sur les 17 années précédentes, c'était 17 années très difficiles, il y a eu beaucoup d'inflation, on était à 7% d'inflation moyenne. Et c'est vrai que jusqu'en 2022, après, ça a vraiment baissé énormément. Et quand on regarde en bas, j'ai écrit les actions américaines ont battu l'inflation sur n'importe quelle période de 20 ans que vous prenez depuis 1926. Alors des gens vont dire, oui, mais moi je préfère les obligations, c'est moins risqué, mais ça dépend, qu'est-ce que vous attendez par le terme risque. Vous voyez que les obligations, 16 fois sur 64 périodes, ont sous-performé l'inflation. Donc c'est peut-être ça le risque. Le risque, c'est peut-être de sous-performer l'inflation. Et si on sous-performe l'inflation après impôt, on ne va pas atteindre ses objectifs de carrière. Le problème des actions, c'est la volatilité. Là, c'est de la volatilité sur 10 ans annualisés. Donc le point à la fin que vous voyez en 2019, et vous voyez que les 10 dernières années avant 2019, donc de 2009 à 2019, la performance était de 13% par an. 13%, c'est bon. Vous voyez, ça arrive rarement d'avoir 15%, 16%, 17% par an pendant 10 ans. Il y a des périodes, moi j'ai vécu ça, j'ai travaillé 10 ans chez UBS de 2000 à 2010. Les actions américaines, par exemple, en 2010, étaient négatives sur les 10 dernières années. J'ai vécu ça. Maintenant, depuis que j'ai ouvert le cabinet en 2009, ça fait du 15% par an depuis mars 2009. Si vous aviez investi 1 million en mars 2009, dans les actions américaines, sans rien faire, sans acheter des bonnes actions, etc., toutes les actions américaines, aujourd'hui, vous avez 13 fois plus. 1 million est devenu 13 millions. C'est une très bonne période pour les actions. Mais je vous l'ai dit au début, il ne faut pas paniquer, il faut bien regarder son plan financier et garder ses objectifs en tête. Vous voyez que le problème des actions, ça peut baisser beaucoup. Et donc là, vous voyez, c'était un tableau qui a été fait donc en 2020, au moment de Covid, en mars 2020. Vous voyez, en très peu de temps, en 30 jours, ça c'est l'axe des abscisses, en 35 jours exactement, on a perdu 50%. Et après, il y a des périodes comme en l'an 2000, par exemple, où là, la crise de 2000 a duré très longtemps, plus de 600 jours, on a perdu aussi 50%. En 73, on a perdu 50%. Donc ça, c'est les ordonnées. Plus ça descend, plus on perd. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça a déjà arrivé. Vous voyez, là, depuis 1950, c'est arrivé plusieurs fois de perdre 20, 30, 50%. Mais dans ce tableau, en slide 47, vous voyez que malgré, en rouge, toutes ces crises financières où on a perdu 30, 40, 50% depuis donc, 1949, chaque fois après, ça remonte. Et regardez en bleu, ça a tendance à augmenter beaucoup plus que ce que ça a baissé. Donc oui, il faut acheter des actions pour atteindre ses objectifs retraite. Sauf si on a évidemment énormément d'argent pour commencer. Maintenant, il y avait un problème des impôts et des problèmes pour les expatriés. Donc, une petite BD. Je passe directement au slide 50. Les problématiques typiques que j'ai vues depuis plus de 25 ans à Chicago, c'est les déclarations des comptes